Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans, à explorer presque exclusivement le milieu du sport, au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion, à l'instar de mon podcast Leadercast, pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos, et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application, SP Training, qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel, rudykoya.com, sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, c'est donc le premier épisode de ce nouveau format, où j'échange avec Étienne Bulidon, que je ne saurais définir, mais que vous connaissez peut-être via son podcast et surtout la santé. Sachez tout de suite qu'il n'aurait pas pu être posté. Bonne écoute. Étienne, j'ai une première question à te poser. Es-tu heureux? Ouais. C'est ce que j'ai décelé dans les podcasts que tu fais, donc et surtout la santé, que j'ai écouté entièrement et que je recommande souvent sur mon Patreon. Si tu ne sais pas, j'ai une rubrique privée à 5 € par mois où je partage les meilleurs liens de la semaine. Et donc, souvent, je mets tes podcasts. Et donc, j'avais pas mal de questions à te poser, malgré le fait que tu avais fait un épisode sur toi. Quel âge t'as aujourd'hui? 35, là, juste été 4-5 ans. T'es encore jeune. Je pense relatif après ces questions, mais moi, je me sens jeune, en tout cas. De ce que je comprends, t'es ostéo à Lasvel. Alors, ouais, mais pas que. Et je mettrais pas ça en première. Qu'est-ce que tu mettrais en premier, alors? Je mettrais que je suis ostéo, d'abord. Ostéo à Lasvel. Donc là, tu vois, Montesquieu qui 120 mètres d'ici, j'ai mon cabinet. Donc ça, c'est mon activité vraiment centrale. À côté de ça, je suis formateur maintenant. Je te mets dans l'ordre aujourd'hui, tu vois. Bien sûr, parce que ça change tout le temps. À côté de ça, je suis formateur, créateur de la formation ostéo et sport. Je forme des ostéos j'accompagne les ostéos pour qu'ils progressent dans le domaine de la prise en charge des patients sportifs. On en parlera peut-être si tu veux. Ça, c'est le troisième truc. Deuxième. Troisième, je suis créateur de contenu sur Spotify, enfin podcasteur, quoi, on va dire. Et après, je suis basketteur, ostéo des basketteurs de Lasvel. Dans ma tête. Parce que c'est aussi un mécanisme de protection, si tu veux, quand tu es dans un grand club, tu peux te faire virer du jour au lendemain, tu vois. Et, je préfère mettre 3 activités dont je suis maître, entre guillemets. Je suis à la tête du bateau, plutôt que, tu vois, me servir mon image ostéo de Lasvel, etc. Parce que ça, je suis ostéo de Lasvel, mais je trouve que c'est précaire, entre guillemets, comme poste. Et je veux pas m'identifier à ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu fais 4 activités différentes, on peut dire? Chaque semaine? Exactement. Mon activité pro, c'est divisé en 4 et c'est ces 4 choses-là. Sachant que le podcast, on me demande, et tu gagnes de l'argent avec ça? Bon, on en a parlé déjà brièvement, mais je considère ça comme une activité pro dans le sens où j'estime que tout professionnel doit se former, etc. Et donc, je suis dans ce mindset-là depuis toujours. Et donc, je dis souvent que c'est ma manière à moi d'apprendre. On parlait de podcast sur la dynamologie. Pour faire ce dernier podcast-là, je suis allé à Tours. Je fais une journée entière de consulte avec le gars, une journée entière de bloc. Au final, c'est encore mieux qu'une formation que tu payes X € et t'es à 30 kilos dans une salle avec un mec, quoi. C'est même beaucoup mieux. Donc voilà, je considère ça comme plus pro, clairement. Et ouais. Après, ostéo de Lasvel, féminin et masculin. Et ça prend aussi beaucoup de temps. À la base, donc t'es ostéo, t'as ton propre cabinet sur Lyon, c'est ça? Sur Lyon, mais à la base, je suis collaborateur. Moi, j'ai tout de suite voulu être collaborateur, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un. Je sais pas si tu vois comment ça se passe. Bien sûr. Tu rétrocèdes un pourcentage, etc. Mais au moins, t'as pas de galère administrative, etc. Tu viens, tu bosses, tu développes ta patientèle. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un cabinet qui était blindé, donc j'ai jamais manqué de patience, tu vois. Et donc, ça, c'est une chance. Donc, je bossais 3 jours et demi par semaine et j'avais toujours 1 jour et demi, voire plus, parce que j'ai toujours, je différencie pas trop mon temps de travail, donc de loisir. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, je bossais tout le reste du temps sur d'autres projets. Donc, je faisais des conférences, j'ai fait plein de trucs, j'ai écrit un livre. Tu l'as coécrit, c'est ça?
Non, je l'ai écrit. Après, il est basé sur des interviews, donc on peut dire que c'est coécrit. Mais c'est comment il s'appelle? C'est Jean-Marcel Ferret. Non, ton livre, le nom. Éloge du mouvement. Éloge du mouvement, voilà. Est-ce que c'est devenu un best-seller? Non, mais Pas encore. T'en parles pas souvent. Je me souviens que t'en parlais au début, mais t'en parles plus trop. J'en parle plus trop. Mais d'ailleurs, il y a une maison d'édition là qui m'a contacté, et que je leur ai envoyé. Et ils vont peut-être le mettre en librairie, quoi. Si ça plaît, je sais pas. Mais je m'en fous en fait, parce que moi je l'ai fait pour moi, tu vois. Et puis ça rapporte tellement rien à un livre que c'est trop cool. Mais je veux pas me déchirer pour le vendre à droite à gauche, parce que moi je l'ai fait et je le faisais avant tout pour moi. Tu l'as fait imprimer de toi-même? Ouais. Et alors, je dérive un peu, mais donc de mon côté, j'ai fait mon premier livre papier avec maison d'édition. Donc c'est pas du tout rentable, je sais pas si tu connais l'histoire, mais c'est toujours entre 10 et 15%. Je connais bien. Je sais rien. Et quand tu fais par toi-même, si t'as un bon imprimeur, tout ça, tu peux toucher, comment on peut dire, 80%, tu vois. Est-ce que toi t'as réussi à avoir cette marge-là ou même pas? En termes de marge, je t'avoue que j'avais pas regardé. En fait, je compte pas sur ces trucs pour vivre. Moi, j'ai la chance de vivre de mon cabinet, tu vois. Je vis très bien grâce à mon activité ostéo. Je consulte encore assez pour vivre très bien de ça. Et puis tout ce qui est à côté, en fait, je m'en fous. Et je t'avoue que la marge de mon livre, je me porte pas regarder. Bon, c'est pas un gros sujet, mais je sais que tu gagnes plus en auto-édition, évidemment, mais non. Souvent dans tes podcasts, t'as une approche assez holistique de l'ostéopathie. De ce que je crois comprendre, tu me corriges. Il y a une approche mécanique. T'as l'approche, moi je dirais émotionnelle et énergétique. Est-ce que ça résume bien un peu les différentes formes d'ostéopathie? Toi, j'ai l'impression que t'es plus dans ce côté, la sensation, le toucher. J'ai du mal à cerner un peu ce que tu fais exactement, sachant que je suis ouvert au mystique. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton ostéopathie? Ouais, alors déjà, j'associerais pas l'ostéopathie émotionnelle à du mysticisme, pour commencer, même si j'imagine que les gens peuvent associer ça facilement dans leurs esprits. Mais mon ostéopathie, en fait, j'aime l'idée d'avoir des très bonnes bases, tu vois, des bases médicales, des bases d'examen clinique. Je sais pas si t'as vu, mais je viens de faire une formation avec des sommités en chirurgie. Bien sûr, monsieur. Pendant 3 jours, on revoit l'examen clinique. Et en fait, quand tu fais cette formation-là, je me rends bien compte que les gens autour de moi, le niveau est pas très haut, quoi, tu vois. Alors, en général, il y a des exceptions, évidemment. Mais le niveau global des ostéos en examen clinique, en réflexion purement médicale, il est assez bas, je trouve. Bref, et moi, ma vision, c'est d'avoir un bon niveau là-dedans, d'être carré, de pas faire de perte de chance aux patients, etc., savoir réorienter au bon moment. Mais à côté de ça, en fait, je suis content d'une vision très médicale. J'estime que t'es pas vraiment dans le cœur de ton métier, quoi. Tu vois, ostéopathiquement parlant. C'est-à-dire qu'un médecin, si tu vas le voir, admettons, t'as une épicondylite. Moi, je fais souvent cette blague aux patients. Tu vois, il est en face de moi comme toi, t'es en face de moi. Je l'ai pas fait de voir. Je palpe, je fais tester, contracter contre résistance, etc. Et ben voilà, vous avez une épicondylite, monsieur. Il me dit, ah oui, d'accord. Et je dis, bah, ça prend 70 €. Et puis, regarde. Non, je plaisante. Et puis, on va travailler après, tu vois. Et en fait, l'ostéopathie commence après. Et pour moi, il y a une dimension artisanale. J'en parle souvent en ostéopathie qui est majeure. C'est-à-dire que tes mains, c'est un outil qui est limité en termes de potentiel, en termes de ressenti. Tes mains et ton cœur et ton corps, parce que il y a des psychologues qui ont la même faculté de ressenti que les ostéos. Il y a quelque chose d'assez similaire. Et moi, je suis là-dedans. Pour répondre à ta question, je suis pour une ostéopathie où le praticien développe sa main, développe ses perceptions, sa manualité, peu importe comment tu l'appelles. Mais je suis contre ces jeunes ostéopathes, en tout cas leur philosophie, qui est de se rapprocher, enfin, de se sécuriser avec des choses très scientifiques, ou ces kinés qui vont plus mettre les mains sur les patients, qui vont dire, ah bah non, mais c'est pas prouvé, etc., c'est des effets non spécifiques, et qui vont rester dans une approche hands-off, et ils font faire du sport, tu vois, ils sont à moitié coach sportif, à moitié kiné, et je suis pour ça, tu vois, mais j'aime naviguer, en fait, entre tous les mondes, et je pense que ma plus-value, c'est quand même d'avoir une facilité à naviguer dans ce monde de l'ostéopathie qui est le monde de la perception, quoi. J'aime développer mes sens et notamment ma manualité. Je pense que c'est ce qui me rend meilleur et ce qui rend l'ostéopathie ce qu'elle est, quoi. En fait, c'est pour ça qu'en ostéo on est connu, parce qu'on fait des trucs que personne fait, quoi. Quand tu parles de tout ça, moi j'aime bien croire qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas, mais ça c'est difficilement perceptible en fait. Tu dis je travaille là, parfois dans les collèges, je sens les choses et je vois des fois il y en a qui te disent que t'as interviewé, j'ai ce souvenir là qui disent comment vous pouvez sentir ça ou comment tu peux sentir ça.
Même, en fait, je vais te répondre de manière très simple, hein, comme peut-être artisanale, mais c'est du travail. C'est du travail. Comment tu fais pour avoir des gros muscles? Là, tu vas dire, c'est du travail. Comment tu fais si t'es œnologue? Je prends cette métaphore. Pourquoi, si tu sens un verre de vin, tu vas pas décortiquer les arômes de la même manière qu'un œnologue? Parce que lui, il a décortiqué son nez. Son olfaction, il l'a fait grandir, en fait. Son nerf, si tu fais une IRM fonctionnelle, son nerf du cerveau responsable de l'odorat, elle va être plus développée que la nôtre. Moi, je pense que si tu fais une IRM fonctionnelle de mon cerveau, mon nerf du toucher est plus développé que la tienne. Et c'est du travail. C'est de la neuroplasticité, c'est du travail, mais on a des sens qu'on peut développer en tant qu'humain, dont cette palpation, je crois. Souvent, tu parlais un peu des kinés. Ils vont, comme tu dis, ils sont tous à moitié coachs sportifs maintenant, à tort ou à raison, je sais pas dans ce débat. Mais et on voit qu'à chaque fois, c'est toute une épicondylite, ils vont dire, voilà, on va faire tant de séances. Peut-être c'est une continuité. J'ai peut-être par erreur cette pensée que en ostéo, tu fais 1-2 séances et ça s'arrête là. Alors souvent, moi non. J'ai cette expérience en club qui fait que je revois les patients toutes les semaines. Potentiellement, je la vois toutes les semaines. Et donc, j'aime bien l'idée de suivre les patients. Alors, on peut faire l'objet d'un podcast entier sur comment suivre les gens. Mais oui, classiquement, les ostéos disent, on se revoit dans 3 semaines, etc. Mais si tu vis vraiment l'ostéopathie, tu te rends compte que les vieux ostéos, ils faisaient pas ça. Ils renvoyaient les gens ni tous les jours, etc. aux États-Unis quand l'ostéo a été créé. Sauf que pour réaliser ça, faut lire les livres des anciens, etc. Et ça, c'est un autre sujet. Mais combien d'ostéos sur 100 ostéos, combien lisent de l'ostéopathie? Très peu. Je faisais un sondage là dans ma dernière promo Ostéo et Sport. Je demandais qui a déjà lu un livre d'ostéo. Et pendant, je sais pas, la biographie de Taylor Steele ou Rollin Baker, qui est très connu, comme ça, personne n'avait lu ça en fait. Donc je réalise, moi je suis un peu dans mon monde, etc. Mais je réalise qu'en fait c'est déjà des choses où les gens ne vont pas, ce type de lecture. Mais bref, si tu t'intéresses à ça, tu te rends compte que les ostéos, ils vous renvoyaient beaucoup leurs patients. Il y a quelque chose de très sociétal, économiquement, on peut pas faire payer 70 balles chaque consulte toutes les semaines, donc on le fait pas. Mais je pense qu'il y a de la pertinence à revoir les gens régulièrement. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça, notamment dans les clubs avec les gars de la tête, quoi, et les filles d'ailleurs, tu sais. Et donc oui, t'as cette vision-là, mais qui est un peu caricaturale. Je pense que c'est la vision que tout le monde a, mais je mettrais de la nuance et de la complexité sur ça, parce qu'il y a moyen de le faire autrement. Et pour revenir à l'épicondylite, une vraie épicondylite inflammatoire, tu la traiteras pas en 2 séances. T'as beau être le meilleur ostéo du monde, et là encore, c'est là où l'ostéo a peut-être parfois perdu du crédit. C'est en se positionnant comme l'ostéo qui va régler son truc, mais juste en réfléchissant via son prisme à lui. Et moi, mon ostéopathie, tu vois, je veux ouvrir en fait, être capable, je pense, de réfléchir à un médecin du sport. Avec un peu d'expérience, c'est pas si compliqué, tu vois. Le médecin du sport, il va te dire quoi sur ton épicondylite? Bon, ok, tu fais de la kiné, il veut te passer des anti-1, tu as de choc, enfin, tu sais, il y a un protocole bien précis, PRP, tout ça, puis ça marche pas, non plus, tu vois. Et non, après, t'envoies au chirurgien, des merdes, enfin, tu sais, c'est très protocolisé, en fait, la médecine. Et nous, c'est vrai qu'on est très efficace sur plein de choses sur lesquelles eux ne sont pas efficaces, mais je pense que c'est important quand même de comprendre ce que font les autres et de prendre le patient en charge de la manière la plus efficace, la plus juste possible. Et pourquoi je te dis ça, je sais plus en fait. Parce que je te disais souvent, on associe l'ostéo à fait 1 séance, 2 séances et ça se rétablit. Et comme tu le disais, dans un monde idéal, en fait, tu irais entre guillemets chez l'ostéo chaque semaine pour te remettre un peu d'aplomb, si je comprends bien. Non, je dirais pas ça. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le monde idéal, si tu veux l'ostéopathie, si ton corps je vais parler de manière assez simple, mais si ton corps est libre et en bonne santé, t'as pas besoin de venir trop chez l'ostéo. L'ostéo, il va débloquer ce qui coince, en gros. Et qu'est-ce qu'il peut faire que tu coinces? Ok, tu peux faire ton faux mouvement. Mais qu'est-ce qui fait que le même mouvement va être un faux mouvement pour toi, alors que ton collègue d'à côté va faire le même, ce sera pas un faux mouvement. Et tu auras fait le même mouvement il y a 2 semaines, ça aurait pas été un faux mouvement. Tu vois, il y a quand même quelque chose de plus complexe là-dedans. Et donc, non, dans le meilleur des mondes, je dirais que les gens se bloquent moins le dos. Il y aurait le facteur de tout à l'heure, énergétique, émotionnel, physique. Alors, dans le meilleur des mondes, les gens passeraient peut-être pas 10 heures par jour sur un ordi ou 10 heures par jour à faire un plafond quand t'es plâtré, peintre. Voilà. Et ils auraient peut-être une charge mentale un peu moindre. Ils auraient peut-être un stress qui serait diminué. Et en fait, dans le meilleur des mondes, ce serait ça. Et l'ostéo n'aurait pas trop de boulot, quoi. Et nous, on a du tout de boulot parce qu'il y a toutes ces contraintes qui bloquent, entre guillemets, les humains, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, je dérive, mais est-ce que tu arrives à compenser toujours les méfaits de nos mauvaises habitudes
quotidienne? Tu vois, un patient vient, tu vois. Pas du tout. Ah non, si le patient ne peut pas changer, En fait, les gens, tu fais conseiller aussi. Avec toi. tu fais conseiller aussi, mais t'essayes. Alors la philosophie, oui, c'est de conseiller, mais c'est d'être aussi une démarche un petit peu comme le philosophe ou comme le psychologue. Enfin, c'est ma vision, c'est de poser la question qui va faire que le patient va trouver les réponses de lui-même, plutôt que de conseiller, dire, ah, tiens, tu fais ça, comme un coach sportif, et l'autre réplique bêtement, ah oui, d'accord. Tu vois, moi, j'aime bien l'idée de rendre les gens autonomes, quoi. Mais c'est dur de les rendre autonomes. Enfin, il y a plein de gens qui ont pas envie de changer. Et il y a des gens, j'ai quelques patients que je suis très régulièrement. Ça peut être un peu tabou, tu vois, l'ostéopathie, hein, comme ça, du nursing. Il y a quelques personnes que je trouve ça très intéressant, sociologiquement parlant, de les suivre. C'est qu'en fait, ils changent pas, tu vois. Ils font des choses mauvaises, ils savent que se coucher tard, que l'alcool, que machin, que c'est pas bon pour eux. Mais ils continuent de le faire. Et ils se bloquent tout le temps. Et moi, je les vois en ostéo, et à chaque fois, ils sont refaits, les gens. Mais ils reviennent, puis ils ont à peu près les mêmes choses. Non, mais en fait, ils pourraient ne plus se bloquer s'ils changeaient leurs habitudes. Mais en fait, je pense que c'est cool d'être assez, tu peux être dans deux postures différentes. Je pense que dire, putain, il casse les couilles, il veut pas changer, ben moi j'arrête de l'aider, il veut pas changer. Tu es un peu dans ton ego et tu peux te dire, ok, bah, s'il a besoin de moi une fois tous les mois et demi, pour aller bien parce qu'il a un poste à responsabilité, etc. Why not? Bah après, ça c'est ton choix. Mais moi, j'ai des patients comme ça, que je vois un peu régulièrement et qui ne changent pas, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. De bout d'un moment, ils changent alors que tu les pousses même pas à changer. Enfin, en tout cas, j'ai toujours cet espoir. Il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils changent pas, mais. J'ai toujours l'espoir aussi. En termes de coaching, je vois des gens que je peux coacher pendant 1 an ou 2. Et après, je dis, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que tu sais te débrouiller, t'es bien lancé, tout ça. Et qui reviennent des fois, ça fait longtemps que je coach, 10 ans après. Et en fait, ils ont dérivé, on va dire ça comme ça. Et en fait, on repart encore plus loin qu'à 10 ans. Et donc, comme toi, j'ai toujours espoir dans la faculté de l'être humain à se sortir de cette prison dans laquelle on essaye de nous enfermer. On nous dit, mangez ci, buvez ça, consommez ça, travaillez plus, faites plus. Mais j'ai cette sensation aussi que, d'un point de vue, on parlait de neuroplasticité, que quand c'est ancré en toi depuis longtemps, c'est très très dur de couper ces circuits. Malgré tout, j'ai espoir, tu vois. Ouais, espoir. Mais après, je pense qu'il faut là aussi rester humble et se dire, admettons, si on prend le patient tout à l'heure qui fume un peu le soir, qui boit un peu le soir et qui se couche tard, bah peut-être qu'en fait tu sais pas en fait pourquoi il fait ça. Tu vois, toi tu me dis, ah, il est con, il a qu'à se coucher tout. Mais en fait, c'est parce qu'il se couche tard parce que c'est le seul moment qu'il a avec sa femme et son mariage il tient parce qu'en fait, à ce moment-là, il regarde sa série avec sa femme. En fait, tu sais pas, t'en sais rien. Et moi, je pense qu'il faut être humble par rapport à ça, pas tout se positionner en mode, ouais, en même temps, il fait pas ça, bah c'est normal qu'il ait mal au dos, tu vois, c'est discours de bon. Moi, je suis pas là-dedans. Et dans le sport, je sais que j'entends beaucoup ce genre de discours, tu vois, ouais, mais en même temps, attends, pourquoi il fait ça? Il a peut-être ses raisons, gros. Réfléchis, tu vois. Ou alors admets que tu sais pas tout et prends les choses comme elles sont et fais confiance à la vie, en fait. Mais ne te positionne pas comme quelqu'un qui sait tout, quoi, en fait. Tu sais pas ce qui est meilleur pour moi, je sais pas ce qui est meilleur pour toi, en fait. Tu vois? Ouais, ça ressemble beaucoup à mon dernier livre, The Life, où je dis, les choses se font ou ne se font pas, et aie confiance un peu en la vie, ça va se faire. Ça se fera pas, et puis exactement. Tu iras où tu devras aller, et puis ouais, ça ressemble. tu vas ramener. Ouais, mais peut-être je vais l'acheter. Ouais, je te l'enverrai. Mais je pense qu'on a beaucoup de, enfin, tu vois, moi, il y a pas beaucoup de gens que je suis, que j'écoute régulièrement, enfin, on pourra parler de ces gens qui sponsorisent, bref, il y a tellement de choses à discuter, mais oui, je pense qu'on a des points communs quand même. Vu ce que j'écoute de toi. T'es dans le, donc là, t'as ton côté ostéo, t'es aussi dans le sport. Est-ce que toi, t'es basketteur à la base ou pas du tout? Ouais. Ah, c'est vrai, t'es basketteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas devenu pro? Bah, parce que j'étais pas assez bon, quoi. T'es pas assez grand? J'étais pas assez bon. Non, bah, attends, il y a des gens de ma taille qui sont pros, tu vois. Bon, il y en a pas énormément, mais il y en a, non, j'ai pas d'excuses, si ce n'est que je pense que vous avez pas la génétique, et ouais, j'étais pas assez bon. Moi, ça se voit pas, mais tu vois, je fais tous le matin, je fais 100 pompes par jour, tout ça, enfin, je fais du sport, quoi. C'est ça ta routine de sport? Je me posais la question justement parce que comme j'ai l'impression que t'es occupé avec plein de projets, est-ce que t'arrives malgré tout à ne pas tomber dans ce monde d'hyperproductivité qu'on décrivait? Ouais, je pense que j'y arrive. Puis j'ai un petit de 2 ans et demi, tu vois, qui m'oblige un peu à ça. Non, j'y arrive. Ma routine de sport, juste pour finir, ouais, j'étais pas assez bon, en fait, tout simplement. Tu vois, je suis rentré, j'étais le meilleur quand j'étais petit. Je sais que tu m'entends la question, quoi. Quel est ton premier souvenir dans le sport? Et moi, je jouais dans mon petit village. Après, je suis dans le village d'à côté qui était plus gros, une petite ville. J'étais le meilleur à chaque fois. Je me suis dit, là, j'avais pas 9 ans, je vais devenir champion du monde, quoi. Puis après, je suis allé à Bourg-en-Bresse, qui était un club
beaucoup de niveaux, quoi, en centre de formation. Mini France, Cadet France, tout ça s'appelait comme ça à l'époque. Et là, j'étais pas du tout meilleur, tu vois. Et là, j'ai vite compris. À 15 ans, j'étais en centre de formation, mais je savais que je voulais pas être, enfin, je ne pouvais pas être pro. Enfin, tu voyais les potentiels à côté de toi. Les gars, ils faisaient une séance de muscu, c'était monstrueux. Enfin, tu faisais des pompes tous les soirs dans ta chambre et Tu étais juste fatigué. ouais, voilà, t'es fatigué, quoi. Quand je mangeais, mais je pense qu'on a une génétique qui est tellement différente. Et je le vois aujourd'hui tout le temps. T'as des mecs à Lasvel, je te jure. Tu vas les voir ce soir en un match typiquement. T'as l'impression que les gars, c'est votre builder, limite, hein. Tu vois, ils ont des épaules, des grosses veines qui ressortent et tout. Et les gars, ils font pas de muscu. Ils font des petits élastiques, ils disent, ouais, si, ils font les mecs qui font de la muscu. Mais non, quand tu parles au prépa physique, ils disent, non, il fait des élastiques, il fait de la mobilité, mais il fait pas de muscu. Et c'est des monstres, les mecs. Pourquoi on a des génétiques qui sont vraiment différentes. Ça, je crois que c'est important de le rappeler, quoi, qu'on est inégaux. Voilà. Donc moi, j'étais du côté plutôt de la génétique qui n'était pas appropriée pour être dominant dans le basket, quoi. Même si jusqu'à un certain niveau je dominais, il y avait eu un plafond qui était trop dur à passer à un moment donné. Ça ressemble à quoi une de tes journées alors? T'es pas dans l'hyperproductivité, que tu fais un peu de sport. Comment ça s'organise? Même si, j'imagine qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Non, Tu fais toujours tes 100 pompes le matin? ouais, alors si je fais pas 100 pompes, en fait, je fais là, en ce moment, depuis, en fait, je suis sur différents challenges, tu vois, l'année dernière, à cette époque, là, je finissais le marathon de Lyon, donc j'avais fait un cycle de course beaucoup plus doué en course qu'en muscu, typiquement. Je peux beaucoup plus performer en marathon que sous une barre. Mais, ma routine, là, depuis cet été que j'ai repris, c'est, un peu comme, je sais pas si tu l'as déjà vu dans le podcast, Nicolas De Paoli. Bien sûr, the Motion Guy, Nico. Voilà. Par exemple, passe le bonjour s'il nous écoute. Ouais. Et bah, en fait, je fais ce qu'il faisait, c'est-à-dire, c'est 10 reps, chaque début de minute, comme ça, au bout de 10 minutes, t'as fait 10, séries. Ouais. Donc, pour ce qui est des pompes, ouais, je fais 100 pompes en 10 minutes. Et après, en général, je rajoute un truc, si je peux. Donc ça, c'est le minimum. Et si je peux, je rajoute un truc avec un élastique ou quoi. Ou je vais à la salle comme ce matin, où je fais quoi? J'ai fait des peu couchés, j'ai fait 10 reps, chaque minute. Et après, j'ai fait des espèces de squats sur machine. Je le fais au feeling. Je fais ce que j'ai envie, quoi. Ok. Comme je le sens, quoi. Ah, donc t'étais plus, non, bah, tu vois, Nico promeut beaucoup, maintenant, l'entraînement un peu minimaliste. Ouais. Au service de sa vie, plutôt que l'entraînement, pour l'entraînement où tu vis pour t'entraîner. Donc ouais. T'étais plus dans cette philosophie-là? Bah, carrément. Mais en fait, j'ai pris un coach. Je sais pas si tu connais d'ailleurs Julien Mesmet, ça te parle? Julien Besson. Ah oui, avec du culturisme, bien sûr. Et tout, bien sûr, bah, franchement, on se connaît un petit peu aussi. Mais je pense qu'il écoutera à propos, c'est le gien. Et en fait, j'ai essayé de prendre de coaching avec ce gars-là, et il s'est adapté à moi, mais en fait, moi, ça me casse les couilles de passer 1 heure à la salle de sport. Et j'avoue que ça m'épuise, parce qu'il faut quand même que je bombarde le reste de la journée pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Et en fait, moi, ça me va pas de faire 1 heure ou 45 minutes de muscu, c'est trop. J'ai beau écouter un podcast ou quoi, non, faut que ça aille plus vite. Et ça me va beaucoup mieux de faire mes 20 minutes. Et je pense que la régularité, tu vois, en mode effet composé, je pense que pour moi, c'est plus bénéfique de faire ça plutôt que de faire 3 grosses séances, de ce que j'ai expérimenté. Ouais, mais c'est intéressant. Et là, tu parlais de faire donc des EMOM tu fais des 10 reps à chaque fois. Ouais, ça dépend. Là, des fois, tu fais un peu moins quand même. Je fais un peu moins. Tu veux dire, là, tu sors tout congestionné, quoi. Ouais, non, mais ça dépend, tu vois. En général, je fais ouais. Ça dépend. Mais ce matin, je faisais pas les 10 reps. Ça dépend les poids que je mets. En fait, si je suis chaud, je mets un peu plus de poids. Puis je vais en faire 8 sur la première, puis après je vais finir à 5. Donc tu vois, je fais ce que je peux sans me déchirer, parce que c'est pas le but, mais tu vois, histoire d'en forcer un peu. Mais je fais beaucoup au feeling, ouais. En fait, j'ai trop de trucs sur lesquels je vais être focus. Donc ça me fait chier d'être hyper discipliné ou hyper sérieux sur de la muscu, alors que j'ai d'autres trucs où il faut que je sois plus sérieux. J'ai une dose de sérieux à mettre dans d'autres trucs qui sont plus importants que moi que le sport quand même, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? À l'époque, j'avais lu le bouquin, donc il y a plus de 20 ans, un bouquin de Tim Ferriss, la semaine des 4 heures, et dedans, je crois que c'est dedans, à chaque fois je donne cette anecdote-là, il expliquait qu'on avait 4 heures d'attention par jour à peu près. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi ça correspond? Moi je vois que pour moi, des fois je peux être un peu plus motivé sur un truc, et donc je vais passer peut-être 5-6 heures, mais je vois que j'ai pas le feu toute la journée, quoi. Non, mais c'est sûr que personne n'a le feu toute la journée, je pense. Après, pour faire de l'ostéo, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Moi, j'ai quand même un bloc d'ostéo par jour, à peu près. C'est-à-dire que, parfois le matin, je commence à 6h30, 2 fois par semaine. En général, je fais 6h30 midi ou 6h30 11h en ostéo. Ouais. Et après, je fais le reste de la journée. Donc, déjà, si je commence par ça, là, je suis moins productif l'après-midi, tu vois, sur une quelconque tâche. Mais si je commence par, je sais pas, écrire une newsletter ou faire des mails, faire des trucs, tu sais, où il faut être un peu en mode deep work,
Bah ça, si je le fais le matin, c'est clair que je peux pas tenir. Au pire, je tiens 4 heures, mais je peux quand même faire l'ostéo l'après-midi parce que c'est différent en termes de ce que ça te demande. Je pense qu'il y a un ostéo, ok, t'es focus, mais là avec l'expérience, enfin, ouais, j'arrive même en étant fatigué à faire une session de 5 heures de consulte, très bien quoi. Ouais. Oui, je peux pas rester, mais j'ai des concentrations qui sont différentes sur ce que je fais, et clairement, je me fais varier mes journées, et maintenant, je fais quasi plus de grosses journées, 8 heures, 20 heures d'ostéo, quoi. J'essaie vraiment d'éviter ça, parce que là, c'est trop. Non, mais ça ressemble exactement à mes journées, entre guillemets, où j'alterne les activités pour ne pas saturer. Ouais, voilà. Enfin, ça me paraissait, Ouais, pour moi, c'est naturel aussi, mais des fois, certaines ont besoin de l'entendre. Quand tu fais un truc 12 heures par jour, c'est sûr qu'à un moment, moi, je comprends pas, et c'est un vrai sujet, typiquement, dans la formation ostéo et sport, et dans notre communauté, en fait, toutes les personnes, tous les ostéos qui ont fait la formation ostéo et sport, sont dans ce que j'appelle le réseau ostéo et sport. On est encore en contact, et j'anime ce réseau, tant qu'en fait, je mets des cas cliniques, ça discute, il y a des sous-groupes, enfin, en termes de richesse, c'est énorme. Et une conversation qui revient souvent, ou même quand on se rencontre, c'est, bah tiens, toi, comment tu fais? Tu n'as pas ras le cul, quoi, au bout d'un moment, de faire de la consulte toute la journée, le matin, le soir. En fait, tout le monde, c'est humain, on a ras le cul si tu fais que ça. Et donc, on réfléchit beaucoup à comment compartimenter tes journées et tes semaines de manière à finir la semaine et de pas être au bout du rouleau et puis d'être content de commencer le lundi. Moi, je suis dans ce cas-là, par exemple, tu vois. Je suis content de commencer mes semaines, je vois les trucs, c'est varié, j'ai un déj avec machin, oh, putain, j'ai consulté avec lui, ça va être trop bien. Et j'en suis là, quoi, et je suis très content de ça. Mais tous les hostos, ouais, c'est vrai que c'est peut-être bien de le dire, quoi, pour toi. bah, je reviens sur ta journée, tu commences par un peu de sport, imaginons après tu fais des consultes. Alors, si je commence les consultes à 16h30, je fais le sport après, mais ouais, j'aime bien commencer par un peu de sport. Après les consultes, si je commence à 7h ou 8h, ouais, je fais le sport à 6h, tu vois, je suis bien et je fais mes consultes et j'aime bien ce format-là où à 12h30, 13h, ensuite, ouais, c'est tout le temps changeant, tu vois. Mais j'ai quand même un créneau entre midi et deux où je vais au basket voir les filles. Et non, en tout cas, les blocs, c'est genre consulte et puis après autre chose, quoi. Et ça peut être n'importe quoi. Podcast, comptabilité, création, je sais quoi. Et puis ça, je fais en fonction de ce que j'ai à faire. Mais j'ai beaucoup de blocs libres que je remplis en fonction de ce que je dois faire un peu en priorité. Et voilà. Donc tu gardes des espaces sans rien, entre guillemets, que tu vas remplir en fonction de ce que tu as envie de faire, ou est-ce que tu organises vraiment tout? Ouais, non, ces espaces-là, c'est rare que ça sent rien. Il y a minimum une liste de trucs à faire, quoi. Mais c'est rare. J'aimerais bien avoir prendre une demi-journée où je dis, bah là, je fais rien, quoi. Je programme rien. Mais en fait, même si je programme rien, je sais que j'ai un million de trucs à faire, donc je fais ça. Enfin, c'est jamais vraiment libre, quoi, au final. Tu finis à quelle heure le soir, alors? Bon, là, plutôt, maintenant. J'ai accepté, bah, avec mon fils de 12 ans et demi, j'ai quand même conscience que le temps passe vite, etc. Donc là, je sais rentrer vers 18, ça dépend, 18h30, je suis ça, mais ce soir, je vais rentrer à minuit et demi, 1h, tu vois, parce qu'il y a match. Mais, en général, j'essaie de rentrer en 18 et 19h. Et parfois, et c'est ça qui est un peu, chiant, entre guillemets, avec le monde professionnel, c'est d'engager, bah, que ce soit avec l'SVL ou d'autres joueurs pro qui sont pas l'SVL, tu vois. T'es engagé un peu avec des sportifs pro et s'ils ont un truc, bah, faut être réactif. Une fois, je retourne un peu, au cabinet, une fois que le petit couché à 20h45, typiquement pour des gens. Ça m'arrive. Mais c'est pas non plus tous les jours. En fait, tu fais des journées doubles. Je sais pas si on peut... Bah, de boulot, en gros, tu fais, là, de ce que je comprends, si tu fais 7 heures, allez, j'ai raccourci un peu, mais 7 heures midi, et après tu fais un bloc de 3-4 heures au club, ça fait 10 heures, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, le club, c'est pas tout le temps, mais il y a des semaines où il va y avoir, ouais, 2-3 matchs. En fait, avec les garçons, si tu veux, je vais au match et je traite les mecs après. Et avec les filles, bon, parfois je vais au match, mais c'est pas là où je les traite forcément, mais c'est une fois par semaine, mais je vais les voir à la fin de l'entraînement, quoi. Mais oui, c'est des doubles journées. Enfin, j'ai plein de sujets différents. Ça me fait marrer, tu vois, quand je vais au basket, que je vois mes collègues qui sont salariés, tu vois, donc avec un mindset de salarié, sans dénigrer ce mindset-là, tu vois, mais je vois qu'ils sont dans leur bulle, etc. Puis moi, j'arrive avec tous mes trucs en tête, puis je replonge dans ce monde, dans cette bulle, en fait, du basket. Et puis après, j'en ressors, j'ai tous mes autres sujets, et je suis content j'estime que c'est une vraie richesse, en fait, d'avoir la vie que j'ai. Est-ce que ça te fait aussi bosser le week-end? Voilà. J'allais dire, ouais, pas trop, ouais, il y aurait ma femme à côté de dire, ma gueule, attends, ouais, bah oui, je passe le week-end, si j'ai des baskets, forcément, bah, il y a des matchs le week-end où j'y vais, et puis, en fait,
qu'est-ce qui est du boulot, qu'est-ce qui n'est pas du boulot. Le week-end, je lis beaucoup, mais ce que je lis, en fait, ça me sert pour le boulot, ça me sert pour le podcast que je vais faire. Là, je vais interviewer une philosophe, j'ai 3 livres. Je me l'impose aussi parce que, bon, je kiffe, mais j'ai 3 livres à lire avant d'aller la voir. 3 livres, je suis pas champion du monde de lecture rapide, moi, tu vois. Donc, faut les faire. Ah, il faut qu'ils prennent des notes et il faut prendre des notes, etc. Ça, est-ce que c'est du boulot ou pas? Oui. Dans ce cas-là, je bosse le week-end, oui. Et dans ce cas-là, je bosse tout le temps, quoi. Alors, je pose la question, est-ce que ta femme, elle en a pas marre, alors? Si, bien sûr. si, mais en fait, le truc, c'est qu'elle m'a connu, j'étais déjà comme ça. Et mais si, c'est un vrai challenge, hein, surtout qu'elle est l'infirmière, et qu'elle va à la con infirmière, tu vois. Donc c'est un vrai challenge de vivre avec moi, j'allais dire, ouais, de vivre avec moi, et puis peut-être moi de vivre avec elle aussi. Plutôt de vivre avec toi aussi. Ouais. Après, je suis de nature moi à aimer les challenges, donc ça va, mais oui, c'est pas facile d'avoir un enfant avec moi, je pense pas. Comme je dis souvent, désolé, je suis pas positif en fait. Je suis pas vers 17 heures. Et puis, ça sera jamais le cas, quoi. Et puis voilà, ça va avec. Et puis, là, cette type n'est pas prostitué, ça me plaît, cette phrase. Pas prostitué. C'est drôle. Et est-ce que des fois, comme toi, je remets un peu de contexte, tu es à mon compte depuis presque 20 ans. Et donc, des fois, en réfléchissant un peu à la vie, je me dis, moi aussi, j'aimerais pouvoir des fois finir à 17 heures et puis avoir mon week-end. Et en fait, moi, ça fait presque 20 ans que je travaille 7 sur 7, quoi. Ah, ça ressemble un peu à la journée et je finis rarement à 18h30, 19h, hein, c'est pas vrai. T'as des enfants ou pas? Non, j'ai pas d'enfants. Je finis bien plus tard. Est-ce que tu dis pas des fois que t'en fais trop? Tu vois, t'aimerais pas ralentir, avoir une vraie coupure? Est-ce que toi t'arrives de prendre des vacances et de réussir à couper psychologiquement? Moi, j'y arrive pas, mais toi, est-ce que tu y arrives? Ouais, maintenant, en fait, mieux parce que j'ai le petit, tu vois, donc t'as pas ces moments où genre t'es là, où tu lis un livre et tu te plonges dans un truc, ouais, moi je peux couper. Depuis que j'ai le petit, je peux couper. Parce qu'en fait, il t'oblige un peu. Là, il a 2 ans et demi, donc si tu veux, là, tu le mets dans la pièce, c'est impossible de faire un podcast, c'est des trucs, les pleurs renversent, enfin, et donc t'es obligé, au final, il t'attire tellement ton attention que ça t'aide à couper. Mais est-ce que j'arrive à couper? Ouais, je sais pas. Non, mais puis c'est sympa, en fait, de pas trop couper, quoi. Je kiffe ma vie, en fait, donc, en fait, je coupe de la même manière qu'un sportif pro, tu vois, va faire ses siestes pour être productif. À l'entraînement, au match, peu importe, tu vois, le repos fait partie du travail quand t'es sportif pro. J'essaie de couper mais grâce à cette croyance qui fait que le fait de couper te rend un peu meilleur quand tu reviens de ta coupure, quoi. Je fais confiance à tous les entrepreneurs qui disent ça, mais j'aime bien l'idée d'arriver aux vacances puis de pas avoir cette envie, ce besoin de couper forcément parce que t'as bien géré ton truc pendant l'année, quoi. Est-ce que t'as toujours été depuis gamin différent? Parce que moi, je te sens différent. Ça me ressemble pas mal sur des points. Est-ce que t'as toujours été différent? Je pense que t'es pas différent, mais oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr que je suis différent. Bizarre, si tu veux. Mais bien sûr. Moi, tu vois, j'ai toujours posé des questions, tu vois. En cours, je posais des questions, ouais. Et j'étais le petit rigolant parce que j'osais poser des questions, personne ne voulait poser, en fait. Ça a toujours été. Il faut savoir vraiment commencer vers collège, tu vois. Donc, faut un peu exister, sinon c'est merde, en fait. Soit, faut exister, quoi. Et puis moi, c'était les questions, faire marrer les collègues en cours et tout ça. Et après, en ostéo, je suis resté comme ça, en fait. J'ai pas changé, tu vois. Mais là, je commençais, il y avait des gens qui disaient, oh, tiens, casse les couilles avec ces questions, machin. Et le pire, c'est entre le pire et le pire. En formation post-grad, quand t'es déjà ostéo. Et donc, t'arrives dans des formations, il y a des ostéos qui les connaissent, et moi, je suis en mode beginner's mind, tu vois, genre étudiant, donc je pose plein de questions, et les gens, ils se disent, mais pourquoi ils se posent cette question? Il est con ou quoi? Après, pour moi, c'est une question tellement essentielle, tu vois. Et moi, je me dis, attends, mais pourquoi tout le monde autour ne se pose pas de questions? Et ouais, j'ai toujours eu l'impression d'être différent pour te rejoindre. Et des fois, je crois que je suis entre guillemets dans la norme parce que tu te construis un cercle social de gens qui te ressemblent. Puis des fois, quand je parlais dans certains milieux qui sont différents, comme le milieu du basket, t'as des gens salariés qui sont dans cette micro-bulle du basket, quand je joue au basket, évidemment, je me sens différent, quoi. Quand je vais dans des milieux qui sont pas ceux que je me suis créé, ouais, je me sens différent. Et puis, toujours, quoi. Voilà. Mais au début, tu l'assumes pas, ça. Aujourd'hui, je suis content d'être différent. Enfin, j'assume et je les emmerde, en fait, ceux qui me disent, ceux qui pensent que, Etienne, c'est Etienne, peut-être, tu vois. Moi, je me trouve, normal, quoi. Et aujourd'hui, je les emmerde vraiment. C'est pas que je les emmerde, c'est que je m'en fous vraiment, quoi. Mais il y a une période de la vie où je dois être d'accord, où tu te poses des questions.
t'es moins sûr de toi, tu sais pas comment te positionner. Ouais, tu te dis, pourquoi je pose autant de questions et je me pose autant de questions alors que les autres font l'air de pas se poser de questions. Et il y en a qui ne se posent jamais de questions toute leur vie. Je me dis, c'est bizarre. Ouais, et puis c'est ok. Et tu vois, j'ai une période, moi, où ces gens-là, je me disais, putain, c'est bizarre, mais ils sont cons, machin. Enfin, je les jugeais un peu, tu vois. Et maintenant, un peu comme tout à l'heure, le patient qui ne veut pas changer, mais tant pis, il a ses raisons. Et maintenant, je suis plus, tu vois, dans cette posture de recul. En fait, je suis pas le gars, il a sûrement ses raisons, son histoire qui fait qu'il a pas se poser de questions. On a sûrement notre histoire qui fait qu'on se pose beaucoup de questions. Et puis, en fait, heureusement qu'on n'est pas tous pareils, quoi. Moi, c'est ce que je pense. C'est ça l'histoire du podcast et surtout la santé. C'est que tu avais des questions, tu voulais entrer en connexion avec des gens avec qui tu pouvais pas rentrer en connexion sans le podcast. Et tu te dis, je vais prendre le prétexte du podcast pour leur poser des questions. Exactement. Ça, c'est quelque chose que j'ai vite remarqué, que le podcast était un prétexte pour avoir une conversation cool. Mais tu peux aussi les avoir en allant au resto. Moi, c'est un truc que je fais, tu vois. J'aime bien aller au resto. Quand je vois un gars qui m'intéresse, je lui dis, moi, j'aimerais bien creuser un peu le sujet. Est-ce que je peux t'inviter au resto? Puis on discute de ça. Et tout le monde dit oui, quoi. Quand tu vas avec la bonne intention. Et donc, t'es pas obligé d'avoir le podcast pour ça, mais le podcast, évidemment, facilite beaucoup les rencontres comme celle qu'on est en train de vivre. Mais c'était pas ça. Là, en fait, je pense que en fait, quand j'ai commencé à être ostéo, j'étais dans une maison médicale, tu vois, avec des médecins généralistes. Ils t'envoyaient des patients, et les patients me disaient, bah ouais, il m'a dit que j'avais tendinite. Je disais, bah non, c'est pas une tendinite, sauf que t'es ostéo, donc prends le médecin. Enfin, tu sais, le niveau était très bas en termes de prise en charge de l'appareil locomoteur, donc qui est 80% de nos types de consultation. Et le niveau était tellement bas, et moi, je commençais déjà à me former et tout, et je voyais que les gars, ils disaient de la merde autour de moi. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un podcast pour que les patients aient des réponses de la part de spécialistes et qu'ils arrêtent d'écouter leurs généralistes qui leur disent n'importe quoi, tu vois. Et c'était vraiment, il y avait ça comme motivation, et évidemment assouvir ma curiosité. Et ouais, parce que j'étais un fan de podcast, moi j'étais Tim Ferriss justement depuis des années, et je me suis dit, je vais tester. Et puis en fait, j'ai très vite obtenu des réponses. Moi, un jour, j'ai fait un podcast avec un pote qui est endodontiste. Ah oui. Bien sûr, il était bien, celui-là. Numéro 3. Et en fait, en 1 heure et demie, tu vois, j'avais compris plus de trucs que ce que j'avais eu en une formation de 2 jours. Et j'étais là, ouais, non, mais c'est vraiment un hack à aller chercher, tu vois, dans le podcast. Et voilà, puis en fait, c'est que je kiffe ça. Et c'est pour ça que ça dure depuis, je sais pas, 5-6 ans, comme toi, quoi, en fait. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font des podcasts, on en rigolait un peu avant, pour en vivre, tu vois. Il y a beaucoup qui se lancent, qui veulent des sponsors, tout ça. Tu vois, je vois que ta fréquence de publication, on en parlait avant, c'est 1 fois par mois. J'ai l'impression que ton podcast est assez populaire quand même. Donc, même si on n'a pas les chiffres d'écoute, moi j'ai l'impression que, tu vois, quand j'en parle, je parlais avec une fille que je connais qui est ostéo et je lui disais que je te connaissais, que je venais faire un podcast. Elle me dit, oh, incroyable et tout, j'écoute tout, tu vois. Je sais que t'es quand même assez populaire dans le milieu. T'as jamais eu des propositions pour en vivre ou avoir des sponsors comme c'est la mode? On en voit beaucoup qui sont sponsorisés par tout et n'importe quoi, tu vois, qui doivent faire les vendeurs malaisants. Est-ce que toi, t'as eu des propositions, mais des vraies propositions, tu vois, pas des trucs à dormir debout, quoi? Ouais, alors des trucs à dormir debout, ouais, j'en ai plein. Des vraies propositions, des points sont pas vraies propositions, mais je pourrais aussi aller chercher des sponsors. Mais en fait, le truc, c'est que j'en ai rien à foutre. Comme je dis, moi, je serais que ostéo. Là, dans le cas, enfin, je vivrais très bien, tu vois. Genre ma petite bobo, je me considère comme un bobo, hein. Mais comment dire, genre une petite vie. Là, je pourrais avoir des horaires de postier. Je vivrais bien. Tu peux vraiment modeler ta vie comme tu veux quand t'es juste ostéo entre guillemets, sans mettre rien de péjoratif dans le juste ostéo. Donc j'ai cette sécurité là. Tu vois, je suis pas comme j'aime bien, hein, tu vois, mais Bart qui fait extraterrien, qui au début il se lance et lui il veut vivre de son truc et tout machin, et d'ailleurs il cartonne et c'est cool pour lui. Mais moi j'ai jamais été dans ce délire là en fait. C'est du plus, c'est ma formation personnelle comme je disais, mon podcast, et je m'en fous en fait. Et je préfère par respect pour moi-même de pas avoir et pour les gens qui écoutent, mais surtout pour moi-même, de pas avoir un sponsor à la con. Ouais, Babybel, ouais. Alors pour le coup, Babybel, mon petit, il adore les Babybel. Je pourrais bien vendre le truc pour le petit écoute, machin, c'est génial. En plus, c'est bon tout ça. Mais ça me parle pas en fait d'être sponsorisé. Puis pour gagner quoi, tu vois, il y a 1000 balles de plus, mais je vais pas faire le gars blindé, mais et mon niveau de vie en fait. Tu sais, moi, je suis en vélo. Enfin, j'ai pas des dépenses qui sont énormes, et ouais, je suis pas à 1000 € près, en fait.
par mois, tu vois. Même si un podcast niche donne 1 000 € par mois, je suis capable de refuser sans aucun problème. Alors, 1 000 € par épisode. Ça veut dire 1 000 € par mois. Ah oui, tu viens de cette part. Non, mais je suis, en plus, maintenant, je suis dans un système, tu vois, avec ma formation où je m'auto-sponsorise, et ça, j'en suis fier d'avoir un propre média qui a du sens pour moi et qui sponsorise ma formation. C'est-à-dire que si je vais faire un podcast à Tours, par notre ami Benjamin du dernier épisode, en fait, je paye ça avec ma boîte de formation. Parce qu'au final, c'est du marketing pour, dans l'intro, vu que je fais du marketing pour ma formation, bah, c'est ma formation qui paye. Et tu vois, avoir un truc en cercle fermé comme ça, moi, ça me parle. J'aime cette cohérence-là, tu vois, et toi aussi, je crois, c'est, ouais, faire de la pub pour Mbappé, je ne sais qui, j'ai l'impression de passer pour un blaireau, en fait, ça me va pas, quoi. Les gars que tu vas voir sur place, est-ce qu'ils t'ouvrent les portes facilement? Parce qu'à chaque fois, on entend que, et des fois, tu vas au bloc avec eux, tout ça, et je me dis, putain, mais c'est incroyable. Est-ce qu'ils sont toujours ouverts quand tu leur dis, bah voilà, je serais intéressé de venir voir ce que vous faites, Ouais, dans la grande majorité des cas. Après, tu vas pas voir le mec, ça m'arrive, hein, de contacter en mode, sans connaître personne en commun, mais après maintenant, bah voilà, avec tous les podcasts, avec tous les gens que je côtoie, enfin, j'ai quand même, il y a assez peu de gens au final où j'ai personne entre cette personne-là et moi. Donc je demande toujours, bah tiens, parle-lui de moi, machin, tac tac. Enfin, ça se fait un peu toujours comme ça. Et ouais, non, j'ai très rarement des portes qui me sont fermées au nez. ça, c'est des super expériences. Et moi, quand je t'écoute, tu vois, ça va être génial de voir, bah, comme dans les podcasts, tu dis, Benjamin qui opère, tu vois directement, il fait sauter le truc, il a les doigts rebouchent, la force revient. C'est hyper intéressant, ouais, ça va être terrible. C'est pour ça que c'est marrant de voir, parce que là, il est un peu critiqué en ce moment parce qu'il fait son Scratch Collab Test, qui ressemble à de la kinésiologie, etc. Mais sauf que les blaireaux qui critiquent sont derrière l'écran. Enfin, déjà, pour critiquer à ce point, j'imagine que leur vie doit être sacrément merdique pour passer du temps à critiquer les autres. Et en plus de ça, ils font jamais l'effort d'aller voir, tu vois, ils préfèrent critiquer plutôt que d'aller voir. Moi, j'aime mieux aller voir, et après critiquer. Je suis OK pour critiquer. Mais ouais, c'est clair que c'est très riche, quoi. Ouais. Et donc, t'as lancé une formation ostéo et sport, mais ça consiste en quoi, en fait? Parce que en ostéo, de ce que je comprends, il n'y a pas ostéopathe du sport, il n'y a pas une spécialité qui existe. Non. Donc là, tu délivres quoi, une certification non officielle? Ouais, voilà, mais en fait, non, mais il y a rien de financé. Déjà, je suis pas Calliope ou quoi que ce soit. Pour l'instant, j'ai la chance du bois d'avoir largement assez de monde qui est intéressé parce que la qualité, pour moi, c'est la meilleure formation en France, clairement. C'est la formation que j'aurais aimé avoir, c'est le réseau que j'aurais aimé avoir, avec la bienveillance que j'aurais aimé avoir, avec l'animateur que j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire moi qui lance des sujets et là il y a des choses qui se passent sans moi et c'est énorme. Et je pense, alors je sais plus si je réponds à la question, mais non, je délivre pas de certification, il y a rien d'officiel. Ostéopathe du sport, c'est un truc marketing, mais en fait si t'es ostéopathe du sport, t'es ostéopathe, tu progresses en tant qu'ostéopathe. Bien sûr qu'il y a des choses à savoir spécifiques dans le sport. Mais il y a un ami qui est un ostéo qui j'estime très très bon et très expérimenté. Il me disait, il est américain, il me disait moi je ferai une formation ostéo quand ce sera ostéopathe pour femmes de ménage. Mais je crois qu'il n'y aura jamais cette formation. Évidemment parce que c'est pas vendeur et puis ça n'a pas de sens de faire ostéo pour ci, ostéo pour ça. Un petit peu, mais pas tant que ça. Au final, quand t'es ostéo, t'es ostéo. Moi demain tu me mets dans une équipe de handball, ben je peux être aussi performant que dans du basket. Même si, ok, j'aurais pas les codes, le basket, je l'ai dans la peau, en fait, le basket, tu vois, j'en fais depuis tout petit. Et ça me fera un peu plus chier d'être au bord d'un terrain de hand que d'un terrain de basket, quoi. Parce que j'aime le basket. Mais je pense que quand t'es bon ostéo, avec un handballeur, avec une femme de ménage, avec n'importe qui. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette formation ostéo et sport? Exactement, parce que là, je suis un peu les stories que tu mets, tout ça. J'ai l'impression que c'est hyper qualitatif, hein, vraiment, j'ai l'impression. Comment ça fonctionne? C'est plusieurs semaines par an, non? Ça dure combien de temps? En fait, c'est un programme sur 6 mois, où il y a 4 séminaires présentiels à Lyon, avec différentes thématiques par séminaire. Entre les séminaires, bah, tu travailles en ligne et tout, suivant un petit peu. Et c'est ça qui est génial, c'est que je suis pas un organisme. En fait, suivant le groupe, ce que le groupe recherche, etc., bah, moi, je vais mettre des questionnements. Une fois par semaine, t'as un cas clinique, t'as un questionnement, t'as une lecture, c'est une lecture. Et je mets des choses en fonction de ce qui anime le groupe, de ce qui fait, tu vois, vivre puis ressortir le meilleur de ce groupe-là, quoi. C'est des groupes de 12, 14, ça dépend. Et donc voilà, il y a des séminaires en présentiel, il y a du travail en ligne, il y a des zooms entre nous. Il y a 3 zooms, il y a des zooms entre nous, on discute du séminaire d'avant, de ce qu'on a mis en pratique, etc. Il y a des zooms avec des invités extérieurs. Et ces zooms-là, typiquement, si je t'invite pour un zoom, bah, c'est ouvert à tout le réseau Ostéo Sport. On a tout ça
tout ce contenu-là, on crée aussi chacun du contenu. Il y a des devoirs à faire entre guillemets. Chacun travaille sur des sujets, on met en commun. Enfin, il y a vraiment une dynamique un peu communautaire où on travaille pour soi et aussi pour les autres. Et c'est hyper vertueux. J'essaie de créer ça avec chaque groupe, tous les 6 mois. Donc il y a pas de notes. C'est-à-dire, tu me donnes un devoir à faire entre guillemets et tu me mets pas tout sur 20 et tu me dis ça à corriger ou. Non, mais non, parce qu'il y a des gars, là encore, tu as des gars qui ont envie de bosser ou qui viennent là juste pour trouver de l'inspiration et c'est ok. Et il y en a qui veulent vraiment des trucs plus scolaires. Donc en fait, j'essaie de satisfaire tout le monde. Mais non, en fait, non, je veux pas cadrer le truc. Est-ce que tu passes ton examen ou pas? Non, c'est pas ça mon délire. Ah, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Comment j'aime pas tout ça, mais comment tu proposes cette formation en dehors du podcast? Parce que t'as un site Ostéo et Sport pour la formation? Non, j'ai un site, les chaînes du bidon, où il y a la formation, mais je marquais ça. Enfin, je marquais juste avec mon podcast. Voilà, et donc donc les gens t'écrivent? Ouais. Par mail? Artisanal, ouais. Je fais par mail, et j'appelle tout le monde déjà. J'appelle tout le monde pour vérifier qu'en fait les attentes, les objectifs collent avec ce qui va être proposé. Et des fois je dis non, mais là, je pense que c'est pas pour toi, quoi. Ok, et après, dans un deuxième cas, si tu valides, tu dis bah voilà, ça revient à temps. Ouais. Et il paye, pareil, tu fais. Il paye un acompte au début pour valider l'inscription, après il paye en 4 fois après chaque séminaire, et puis basta, quoi. C'est une facture en 2-2 avec mon truc de compta, et puis ouais. À l'ancienne, quoi. Ouais, mais moi j'aime bien. Moi je fais beaucoup de trucs comme ça, un peu à l'ancienne, quand les gens m'achètent toujours une analyse morpho à distance. Après, quand je analyse, j'ai des trucs qui t'intéressent, qu'on regarde ça aussi ensemble ou ça. Je réfléchis beaucoup à cette vente un peu sous le manteau, mais que j'aime bien en fait. C'était la vraie vente, alors que maintenant tout clignote partout, quoi. Exactement. Moi, j'aime la vraie vente. Ouais, clairement. Mais c'est cool. En fait, je suis le premier fan de ma formation. Si on ouvre mon portable, voilà, je suis passé sur iPhone, j'ai perdu tous mes WhatsApp, c'est horrible. Mais j'ai toujours les groupes. Bah, tu vois, t'as le groupe de la promo 1, promo 2, promo 3. En fait, chaque promo a son groupe, t'as le groupe de la communauté. En fait, moi, je suis dans tous ces groupes. Donc, quand il se passe un truc, des fois, je mets moi des choses en fonction de, si je pense à quelque chose que quelqu'un m'a dit. Enfin, ces dimensions humaines, artisanales, tu peux pas retrouver dans aucun centre de formation, en fait. T'as un mec qui organise, qui est au-dessus, qui donne pas grand-chose parfois à la thématique de enseigner. Et puis, enfin, tu sais, c'est très artisanal. Là, ça fait 10 000 fois que je dis artisanal, mais Non, mais j'aime bien ce que tu as, puisque je suis un petit peu obsédé par ce côté humain, quoi. et moi je suis un peu pris par le côté très administratif du CQP en ce moment. Comme j'organise, je sais pas si tu as suivi pour les futurs coachs sportifs. Ah, mais toi, tu peux être certifié, Calliope, tout ça, non? Ouais, mais donc c'est pour ça que je suis associé avec Aurélien Ouais. Broussal, donc avec ABD Formation. Aurélien Broussal. Broussal. Ah, Broussal. Ouais, donc du coup C'est Barbe, là, qui... ouais. Ah, t'as associé avec lui? Bah là-dessus, ouais, quand je suis associé, je suis pour l'histoire courte, quand j'étais à Paris, il m'a demandé d'intervenir sur son CQP qu'il organisait à l'INSEP. Tout de suite, je lui ai dit, bah écoute, moi, je pense que tu peux en organiser un à Annecy. Je lui ai dit, à mon avis, si tu as des responsables pédagogiques un peu partout, tu peux ouvrir. Et donc, forcément, l'idée lui a bien pris. Et donc, on a ouvert à Annecy. C'était un peu long d'avoir l'agrément pour Annecy, pour les différents sites. Et donc, il y a d'autres endroits qui vont ouvrir, comme Montpellier, Annonay. Bon, il va y avoir des antennes partout avec des formations. Et donc, je déteste gérer l'administratif. Et là, effectivement, comme il y a des histoires de CPF, de prise en charge, ils doivent passer comme ça, un diplôme officiel. Ils doivent avoir une attestation de formation en premier secours. Il y a une carte pro. Il y a plein de trucs un peu administratifs. Moi, c'est souvent tout ce que j'aime pas. Tout ce que je déteste. C'est pour ça que je te pose des questions. Moi, je suis plus dans ton optique. C'est, la certification, elle sert à rien. J'aime pas mettre des notes. J'aime pas dire que tu réussis ou pas. C'est plus, tu viens faire la formation. Et si c'était uniquement moi qui disais, voilà, t'es certifié ou pas, je fais un petit examen vite fait, en tête à tête, je dirais, voilà, qu'est-ce que t'as compris? Est-ce que tu peux me montrer ça? Est-ce que t'as d'autres choses? Voilà. Et ça irait, tu vois, je me mets même pas de notes, je suis un peu contre le système de notes. C'est une des raisons pour lesquelles je fais pas de formation en plus ailleurs, tu vois, j'aime pas trop les certificats, être jugé, en fait. Ça me plaît pas trop. Et donc là, je suis en plein dedans, tu vois, justement, et ça m'enlève ce côté un peu artisanal. Donc quand les gens m'écrivent, je suis obligé de leur dire, bah voilà, il faut ça, il faut plein de papiers, plein de trucs. C'est vrai que ça m'ennuie un peu. Ouais, bah, je comprends bien, moi, on me demande beaucoup, mais attends, mais tu te fais pas rembourser par Calliope et tout. Je dis, bah, tant que ça marche, tu peux éviter tout ce merdier, ça me va très bien, quoi. Ouais, parce que souvent, après, tu cours, c'est pas moi qui gère ça, donc c'est pour ça que je suis associé. C'est mon pote Nico qui gère l'administratif pour Aurélien. Et c'est lui qui va gérer quand les mecs payent pas, qui va les relancer pour ci, pour ça, qui fait un peu la police. Que moi, j'ai pas du tout envie de faire. Moi, si quelqu'un vient pas, j'ai une anecdote, mais là, on a fait le premier rassemblement de 10 jours de la première promotion. Il y a un gars qui était pas là, qui est pas venu un jour, il m'a pas prévenu.
Tu vois, d'un point de vue, c'est pour lui, en fait. Moi, je suis pas là, je suis pas sa mère, je suis pas son père. Lui, il veut faire la formation, bah, viens. Si tu estimes que voilà, t'es fatigué, t'as pas envie de venir, bah, viens pas. Moi, typiquement, c'est impossible, ça, avec moi. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je gère le côté paiement et il y a ça aussi qui est top. C'est-à-dire que je dis aux gens, ils disent, en ce moment, ça va être chaud. Là, il y a un gars qui me disait que il changeait de il achetait son cabinet, il achetait les murs de son cabinet, il avait beaucoup de frais, il me disait, écoute, là, la formation, ouais, je vais pas pouvoir venir. Et je dis, mais moi, je m'en fous, viens, et tu le payes quand tu peux, quoi, tu vois. Oui, ben voilà. Et j'ai aucun tabou sur ces questions financières avec les collègues hosto. D'ailleurs, c'est un truc dont on parle. Tu vois, il y a un sous-groupe qui s'appelle, alors, il y avait différents, mais il y a un sous-groupe dans nos conversations, qui est les ostéo-investisseurs. En fait, ça, cette question de où est-ce que tu mets ton argent quand t'es ostéo. Enfin, t'as une éducation financière, c'est un peu comme tout le monde qui est proche de zéro. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es entrepreneur, au final. T'es libéral et sûrement pas de retraite. En fait, tu vois, on a ce groupe-là où ça discute beaucoup et moi, je suis assez libre sur l'argent et j'ai pas de tabou à relancer les mecs, dire, tiens, tu m'as pas payé, si le gars me dit, ouais, là, c'est un peu chaud, je dis, écoute, paye-moi quand tu veux. Et j'ai cette chance de pouvoir dire ça, quoi, parce que je gère tout moi-même. Et même si les papiers me font chier, au final, j'en ai pas tant que ça. Et ouais, donc je gère quasi tout. Ouais. J'ai un pote qui s'appelle Julien qui m'aide et là s'il écoute, il dit, ouais, t'as 12 ans, je t'accorde. J'ai quelques personnes qui m'aident, mais c'est quand même moi le cerveau. qui gère tout, quoi. Supervise. Ah, mais j'aime bien cette liberté que tu as, et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de demandes aussi de gens qui voudraient que je fasse des formations express sur ma spécialité, qui est la morphoanatomie. Ouais. Chaque fois, je suis là, c'est un peu comme toi, j'ai pas besoin. Ça m'anime, mais j'ai pas besoin. Et comme j'ai déjà plein de projets un peu autour que j'essaie de monter entre l'application, entre la marque de complément, là, le CQP qui m'amuse comme un fou, qui prend plus de temps que ce que je pensais, mais qui m'amuse. Puis bref, j'ai toujours des petits trucs que j'ai envie de faire. Tu vois, je n'arrive pas à me dire, je vais faire encore en plus. Et pourquoi ça en plus? En fait, moi, Voilà, c'est la question que je te pose. je pense que toi, si tu étais millionnaire, peut-être que tu le sais, mais admettons, t'as plus besoin de travailler, t'as fait tes investissements. J'ai plus besoin de travailler. T'as plus besoin de travailler? J'ai plus besoin de travailler. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu ferais la même chose. Exactement. Ce que tu fais là, à partir de ce moment-là. C'est ça le sketch, c'est que, allez, on rigole dans le film, de toute façon. Ceux qui écoutent me connaissent. Et Pas sûr. si, je pense la plupart. C'est bien. Et souvent, je suis là, et c'est le débat que j'ai eu pas mal avec mes élèves justement cette semaine, qui vont devenir coach. Et sur la question du prix, quel prix mettre? Et moi, je râle souvent, et c'est ce que j'ai pas mal râlé sur Leadercast, en critiquant un peu les gens qui font des formations en ligne, tu vois, avec couvert de tous les arguments marketing possibles. Tu sais, c'est une page de vente, un rallonge, un truc. Tu sens que tout est faux, quoi. Tu sens que tout est exagéré, tout est faux. Et ils essaient de donner de la valeur, ils essaient tous les biais cognitifs. À la fin, ils disent seulement 499 €. Très bien. Les promotions 24 heures, 70%. Le truc vraiment que je déteste, quoi. Et les élèves disent, ouais, mais toi, justement, t'es pas cher. Et donc, des fois, les gens, peut-être qu'ils achètent pas parce qu'ils disent que c'est pas cher, tout ça. Et des fois, je me dis, ouais, je pourrais peut-être monter le prix et refaire ça. Et tu vois, j'essaie de pas tomber dedans. Mais inconsciemment, dans ma réflexion, et j'aimerais avoir ton avis, je me dis, je vais refaire mes pages. Certes, je vais pas jouer sur les biais cognitifs, ça me plaît pas trop, mais je vais remettre un peu à jour les vignettes, tu vois, refaire des vidéos de présentation de ce que je fais, tout ça, monter un peu le prix en me disant que, ça se trouve, il y a des gens aujourd'hui qui se disent, à 29 €, et pour moi, 29 € à l'époque, c'était cher. Je viens d'une époque où, j'en ai parlé avec Nassim dans le podcast, quand je vendais mes livres de avec mes e-books 20 €, les gens me hurlaient dessus, m'insultaient, c'était un truc de fou. Quand je vois des e-books à 100 €, là, pour moi, c'est inadmissible. Les e-books à 100 €, c'est pas possible. Surtout avec toute la page de vente avant, pour moi, c'est pas possible. Et, surtout de gens, voilà, que j'estime pas, dont je n'estime pas qu'ils aient de l'expérience qui justifie ce prix. Et donc, je me dis, voilà, peut-être que mon prix maintenant est trop faible pour aider un maximum de personnes qui, elles, vont accorder du crédit peut-être à un prix de, dans ma tête, j'ai 79 €. Pas pour un e-book, ça c'est sûr que non. Mais pour une formation, moi, je vois des formations, des fois, j'ai mis 30 € parce que je me suis dit, bon, c'est le biceps. 30 €, ça me paraît bien pour un problème superficiel qui est le biceps. J'ai du mal à prendre du biceps, tu vois. Comment toi tu vois ça parce que extérieurement? Ouais, déjà, moi, je m'en passe ce genre de formation à 30 balles, hein, mais non pas pour dénigrer, mais moi, c'est 3 900 € ma formation. Et c'est super dur de fixer un prix parce que moi, je partage ce qui m'a changé la vie. Donc, j'estime que 3 900, c'est que dalle. Mais en même temps, je comprends que pour le gars qui sort des études, 3 900, c'est beaucoup, plus les déplacements à Lyon, l'hôtel, tout ça, ça peut faire beaucoup.
Et non, mais je l'ai mis un peu au pif en fait. Pour dire le prix, je voulais être au-dessus de la moyenne. On me dit ouais, t'es plus cher que les autres, mais en fait, je pense que mon contenu il est 10 fois mieux que les autres. Et c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je partage des choses tellement profondes, tellement, comment dire, c'est tellement sincère en fait ce que je partage. Ça m'a changé la vie et je pense que ça change la vie. Et ils me le disent que ça change la vie de beaucoup de gens qui viennent à la formation. Il y en a d'autres à qui ça change pas la vie. Et c'est obligé. Tu peux pas vendre un truc qui change la vie à tout le monde. Mais le valeur potentielle de la formation il est tellement monstrueux que j'essaie de trouver un prix à peu près cohérent, plus cher que les autres, ça c'est sûr, mais je peux pas mettre non plus le truc à, enfin, et puis j'ai pas besoin, quoi, en fait. Donc, je le mets un peu au pif. Ah ouais, pour répondre à ta question. Ouais, bah moi aussi, je me pose des questions là-dessus, parce que là, on a l'application, c'est le débat de ce moment avec le développeur, où on n'a pas mis cher, parce qu'on voulait que ce soit accessible à tout le monde, et à côté, on voit qu'on peut pas faire de pub parce qu'on n'est pas assez cher, et que les autres applis, à côté, dans d'autres domaines aussi de sport, elles sont beaucoup plus chères. Et j'ai un peu de mal avec tous ces trucs de, en fait, je me dis toujours, est-ce que moi, je paierais ce prix-là? Et moi, je sais que je suis très économe et que je paierais pas ce prix-là. Je connais pas, une formation en ligne à 600 € pour apprendre à peu avoir mal aux genoux. Je me dis, ça fait cher. Je me dis quand même là, voilà, faut que le gars vraiment, ce soit une pointure dans ce qu'il fait. Putain, là, c'est incroyable. Ça fait 10 ans qu'il est là. Tu vois. Moi, je vois bien, mais une formation en ligne, ouais, il y a cette différence. Moi, j'aime pas trop, tu vois, ces formations. Bah ouais. C'est l'ostéopathie, je comprends, ceux qui font des formations en ligne, ouais, je comprends ce délire, mais l'ostéopathie, vendre de l'ostéopathie en ligne, c'est pas de l'ostéopathie, en fait. C'est quelque chose qui se passe en présent, en fait, en ostéo et ouais. Et là, justement, cette question de toujours plus, bah là, on voit un peu tes caps pôles. Est-ce que tu as des projets en tête que tu voudrais faire? Truc, ouais, arrive peut-être? Non, non, ça prend vraiment du temps, même si je serais des trucs à raconter, je pense. Mais ouais, en fait, ma vision, c'est vraiment de bosser le cabinet. Bon, on dit, je sais pas combien de semaines d'attente, tu vois. Mon problème, c'est plus genre comment je peux recevoir les gens, comment mieux déléguer à mes collaborateurs. Ça, bref, je veux pas de problème de cabinet. Donc ça, c'est déjà un luxe, en fait, tu vois. Parce que des ostéos, il y en a à chaque coin de rue à Lyon. Et j'ai ce luxe-là, donc c'est trop bien. Mais j'ai vraiment une vision pour ostéo et sport, c'est de continuer à développer ce réseau avec des petites formations annexes où tous les membres du réseau sont prioritaires. Typiquement, la formation avec Benjamin, elle est déjà pleine. Et je vais prioriser tous ceux qui sont du réseau ostéo et sport. Et je vais vraiment essayer d'apporter un maximum de valeur à ces gens du réseau ostéo et sport et créer un écosystème autour de cette formation. C'est-à-dire que, par exemple, on a un sous-groupe qui s'appelle les ostéonutritionnistes, comme les ostéos, c'était quoi tout à l'heure? Investisseurs. On a 5 ou 6. Tu t'inscris ou pas dans les sous-groupes, hein, sur les thématiques qui t'intéressent. Mais t'as ce sous-groupe, les ostéonutritionnistes. Et en fait, j'ai des nutritionnistes qui sont dedans. Il y a un micronutritionniste et un nutritionniste. Et là, il y en aura un autre. En fait, il y a des experts dans chaque sous-groupe qui répondent à nos questions. Typiquement, là, il y avait une question d'une collègue hier soir. J'ai une dame avec un syndrome prémenstruel. J'avais vu dans une formation qu'on pouvait lui conseiller tel type de plante, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des infos là-dessus? Et là, bim, t'as les gens qui répondent, bah ouais, là, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tester ça. Et c'est une valeur de malade, en fait, ça. Et voilà, c'est ça ma vision, de créer toujours plus de valeur pour ceux qui font la formation ostéo et sport. Et je vais aussi créer une fois par an un regroupement un peu type mastermind. Pour ceux qui veulent venir, ils viennent. Les places sont limitées évidemment parce que je pense que qualité. Tu pourras pas le voir un château, de toute façon. Hein? Tu pourras pas le voir un château pour accueillir tout le monde. Bah justement, si j'ai un pote qui a acheté un château, un hôtel particulier, un truc de malade dans Lyon et tout. Et un pote qui est multimillionnaire, un joueur professionnel. Et du coup, mon projet, tu vois, il m'invite à un brunch là-bas et je me dis, je vois ça, je me dis, vas-y, je vais faire le mastermind, je vais essayer de le faire là, faire en sorte qu'il fasse un prix, que ça soit cohérent, pas trop cher pour les gens, tout ça, bref, et faire des trucs comme ça super stylés, qui sont accessibles que aux gens de réseau ostéo et sport. Et ça, quand t'es ostéo, ça a énormément de valeur parce que t'es seul, en fait, quand t'es ostéo. Parce que là, tu te dis, voilà, tu fais la formation, t'es membre du réseau, t'es dans les groupes, dans ta tête, t'as beau être dans le trou du cul du Cantal, ben, tu sais, t'es connecté à une énergie, quoi, une stimulation. Et une fois par an, tu sais que tu peux revenir si t'as envie, avec d'autres gens, d'autres promos, etc., dans une atmosphère qui est vraiment du partage et des valeurs fortes, pour mettre tout le monde au clair, tu vois. Enfin, là, dans la promo actuelle, quand on se présente, il y en avait un qui disait, bah moi je fais les Jeux Olympiques, l'autre qui dit, bah moi je traite les joueurs du PSG, bon un peu en sous-marin parce que faut pas qu'ils le disent au club, tu vois. J'étais là, bon, ok. Je vous rassure, il y a des gens qui sortent des études, il y a des gens qui traitent les joueurs du PSG, qui ont fait les Jeux Olympiques. On s'en branle en fait. On est tous là pour essayer de s'apporter, d'apporter au groupe et de tous grandir. En fait, le gars qui a pas d'expérience via ces questions, il va peut-être t'aider, toi qui as fait les Jeux Olympiques, etc.
Et tu vois, il y a vraiment cette dimension de bienveillance, d'entraide, de partage. Et ça, je pense que je suis tellement comme ça, j'en parle tellement que c'est énorme, en fait, de faire un mastermind où t'es pas jugé, tout le monde a fait ostéo et sport, tout le monde sait dans quel livre on est, c'est pas parce que t'es ostéo de Lasvel que tu te la racontes, que t'as fait je sais pas quel truc. Et on est juste là dans le partage pour apporter de la valeur aux gens et grandir nous-mêmes, quoi, tu vois. Est-ce que Et donc la vision, c'est créer, excuse-moi, cet écosystème où je crée des formations un peu annexes. Là, typiquement, j'ai aussi invité une amie qui est hyper douée dans les réflexes archaïques pendant les 6 mois de la formation ostéo et sport. Donc, elle est vraiment intégrée avec nous. Elle va nous créer une formation sur mesure en réflexes archaïques par rapport à nous, ostéo, et ce qu'on voit ostéo et sport, et réservé à ostéo et sport, tu vois. C'est énorme. Donc, ma vision, c'est vraiment de développer ce truc, d'apporter toujours plus de valeur, et ceux qui me font confiance, ils le regrettent pas, et voilà, c'est ça ma vision. j'aime bien parce que le nom ostéo et sport est pas du tout marketing, tu vois, c'est vraiment 2 mots. Et alors qu'on pourrait, tu trouves ça marketing comme nom? J'en sais rien, mais Non mais c'est marrant, j'aime bien cette approche, hein. ouais, fallait l'appliquer Quelque chose, de manière, et voilà. Et là, j'ai l'impression que donc tous les groupes sont sur WhatsApp, sur Facebook. Groupe Facebook et groupe WhatsApp, ouais. Et est-ce que moi j'ai beaucoup de mal à manager à distance. Toi, j'ai l'impression que ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce que toi, tu interviens sur tous ces groupes-là? Comment tu gères ça un peu au jour le jour ou Moi, de par mon métier, je suis assez réactif sur WhatsApp quand même. Donc, c'est sûr que là, tout mon WhatsApp, il va avoir 10 conversations, enfin 10 messages depuis le temps qu'on parle. Et donc tu vas tout lire tous les jours? Ouais. Et tu vas répondre si tu peux répondre? Ah ouais, c'est un sacré boulot alors. Ah ouais, c'est du boulot, ouais, bien sûr. Ah ouais, ça. Ouais, je lis tout, je réponds. Bon, là j'ai un peu de retard sur 2-3 trucs, mais à cause du changement de téléphone. Mais ouais, je lis tout, je réponds. Si la réponse demande plus de travail, je la mets de côté et je fais ça pendant une période de creux, comme on parlait tout à l'heure. Mais ouais, je fais en sorte de jamais être noyé, tu vois, et de pouvoir toujours... Mais justement, vu que ça va grossir, à un moment, tu vas être noyé. Alors là, je me délègue, j'ai déjà je dis que je délègue pas et tout, que je fais tout moi, mais ouais, j'ai quand même 2 personnes, par exemple, qui m'aident bien sur la formation, sur les inscriptions, là, de la dernière formation, sur l'examen clinique. Ça aussi, c'est monstrueux, tu vois. Développer des petits projets comme ça. Tu vois ce que c'est? Bien sûr. Donc voilà, moi, mes projets, c'est développer des petits trucs comme ça, à taille humaine, où la plus-value est monstrueuse. En gros, des trucs uniques en France, où la plus-value est énorme, et oui, si je me fais aider là pour la formation d'examen clinique, j'avais 2 collègues qui étaient là, qui venaient gratos à la formation, puis en échange, ils distribuaient les feuilles, ils déballaient les tables, et moi, je gérais la relation quasiment avec mes chirurgiens. On fait des restos, tu vois, le midi et tout ça, c'est géré par mon collègue et tout ça. Quand même, je gère pas tout de A à Z, donc, quoi. Est-ce que ça a été facile pour toi de déléguer? Ouais. Ouais, c'était facile. Ça dépend. Il y a des trucs que je pourrais pas déléguer parce que je sais que ça... Mais par exemple, c'est une connerie, mais resto. le choix du resto. Merde, le resto est pourri, peut-être j'aurais pas pris ça. Ah non, le choix du resto, aucun problème à déléguer. Aucun problème. Est-ce qu'il y a des trucs que tu déléguerais pas? À part les relations, tu vois, on va dire. Ah ouais, typiquement les calls d'admission à la formation. Ça, c'est tout moi qui fais. Jamais il y aura quelqu'un. Non, moi je suis ostéo, donc il y a pas mieux placé que moi, ostéo, créateur de la formation, pour voir si la formation est faite ou pas pour les personnes. Ça je déléguerai pas, c'est sûr. Tous les calls. Et ça prend du temps. Ah ouais, c'est pas des calls d'une heure non plus, mais ouais, ça prend du temps. Non, j'ai pas de mal à déléguer, mais j'ai pas de mal non plus à être conscient qu'il y a des trucs que je peux pas déléguer. On a beau dire, ouais, faut déléguer, faire des trucs, c'est compliqué, quoi. Si je veux rester dans ma philosophie, parce que j'aime ça, quoi. Ouais, les calls, j'aime bien, en fait. Comprendre les problématiques des gens, j'aime bien. Ah, mais je vois. Ouais. J'arrive un peu au bout de mes questions. Etienne, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, moi je souhaitais rien de particulier, mais moi je suis content de te rencontrer. Moi, ce que je te disais tout à l'heure avant que t'ailles pisser, c'est que il y a un truc qui m'inspire, c'est les gens qui sont dans leur domaine, tu vois. Enfin, dans leur domaine, qui sont dans leur délire et qui, quoi qu'il arrive, ils font, quoi. Tu vois, moi, le podcast, normalement, qui est 1000 écoutes ou 100 000 écoutes, en fait, si le gars, déjà, je fais un podcast parce que les gens m'intéressent vraiment, tu vois, sur le moment. Quand ma femme était enceinte, après l'accouchement, moi, c'était vraiment orienté périnatalité et compagnie. Parce que j'étais vraiment intéressé par ça, quoi. Et là, c'est moins c'est du moment. Mais du coup, ouais, j'aime les gens qui font des choses un peu comme je fais, parce que pour eux d'abord, et peu importe ce qu'on dise, ils font, quoi. Peu importe qu'ils soient écoutés, pas écoutés, ils font pas ça pour vendre des trucs, ils font parce qu'ils kiffent. Cool. Merci Etienne. Merci Rudy. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement
à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.